Voilà, juste deux mots pour remercier voilà, mon très très grand ami Alexandre, qu'on connaît depuis très longtemps avec Édouard, et puis particulièrement à l'occasion de la sortie de ce très très beau livre, je crois qu'il est le premier livre sur Édouard Glissant, philosophe. En fait, finalement, on en a très peu parlé. Vraiment, voilà, c'est un grand honneur pour moi et je suis très très émue de t'accueillir ici, d'abord à l'Institut Tout le Monde et puis bon, très heureuse voilà, que tu puisses nous parler voilà, de ce livre et aussi pourquoi peut-être tu l'as écrit, comment tu l'as écrit, comment c'est arrivé pour toi. Voilà. Merci Sylvie, je suis évidemment très très heureux d'être ici, à l'Institut du Tout Monde, où j'ai déjà donné plusieurs conférences, toujours autour d'Édouard Glissant. Alors, je n'ai pas préparé vous voyez, c'est pas très long, une conférence formelle. Je vais raconter un peu l'histoire du livre. Et je voulais surtout laisser la place au dialogue avec vous, après, questions-réponses. Je sais qu'il y a dans la salle des gens qui ont lu le livre, et je sais aussi même des gens qui ont fait de très beaux comptes rendus du livre, qui le connaissent, mais la parole est à tous, donc n'hésitez pas. Et j'espère avoir un échange fructueux avec vous. Alors, mon histoire avec Édouard Glissant, c'est une histoire de rencontres perdues et retrouvées, d'après-coup et d'anticipation, où la coïncidence, en deux mots, arrive à la fois trop tard et au bon moment. Je le rencontre pour la première fois en 1987, près de la place Fürstenberg. Dès l'abord, il dit des choses que je n'ai jamais entendues, en dépit de ma culture, et qui m'apparaissent d'emblée non comme le délire d'un excentrique, mais comme un chant profond qui éveille en moi des échos inconnus. Quand il devient mon collègue à l'Université de Louisiane, je lui propose d'enregistrer ce qui deviendra la base des entretiens de Bâton Rouge, qui furent publiés par Gallimard. Ces entrevues se closent quand il quitte la Louisiane pour s'établir à New York en 1994. Entre-temps, nous avons visité ensemble Martinique, dont il me dresse une géographie symbolique, dont il me reste malheureusement qu'une impression de confuse grandeur, puisqu'il ne m'était pas venu à l'esprit de la conserver en notes. Lentement, la sténographie des entretiens se complète et 15 ans après l'enregistrement, ils paraissent chez Gallimard, enrichis d'une réécriture profonde qu'Édouard Glissant opère sur ses réponses. C'est, si vous voulez, le premier de ces après-coups où l'occasion manquée, c'est-à-dire la publication immédiate après l'enregistrement, se renverse, et non peut-être fortuitement, en une incidence réussie, puisque le texte original se trouve considérablement enrichi des additions et émendations d'Édouard. Je le revois ensuite en 1997 pour un colloque sur son œuvre à New York, puis épisodiquement à Paris. En 2011, j'apprends sa mort et je suis immédiatement saisi du profond remords de n'avoir point suffisamment cultivé Édouard Glissant après son départ de Bâton Rouge. Des articles et des interviews me sont alors demandés, à cause sans doute de la relation qu'il avait tissée avec moi par les entretiens. Au cours de la rédaction de ces diverses interventions, je reprends petit à petit l'œuvre et m'aperçois que je n'y ai rien entendu, que je n'y ai rien compris. Même, incroyablement, mais c'est vrai,
dans le cas des entretiens dont je suis pourtant l'instigateur. Donc, j'écris ces petits articles, ces interviews, et je cède un peu à la paresse qui est l'un de mes penchants préférés. Et je caresse l'idée, en fait, un instant, d'agrafer tout ça et d'en faire un petit livre, collationner ces diverses interventions. Et un petit livre à bon compte, pas trop fatigant. Donc je les collationne, mais la parole de Glissant, vers rongeur, ne cesse de travailler en moi, et très vite, ces articles m'apparaissent totalement insuffisants par rapport à ce que je suis en train de découvrir pas à pas. Et je décide enfin d'écrire un vrai livre sur mon ami. Pour résumer la découverte, ce qui m'a frappé, j'ai écrit dès l'abord, non, bien longtemps après coup, c'est l'insistance, non pas des références, mais des allusions philosophiques d'un bout à l'autre des essais, depuis Soleil de la conscience jusqu'à, évidemment, Philosophie de la relation. Il faut alors prendre une décision interprétative. Soit ces allusions relèvent de ce que Hegel appelait la conversation, qu'on traduit souvent par bavardage, le bavardage de l'intellectuel après la Révolution de 1789. Elle serait donc alors une espèce de plumage décoratif. Soit ces allusions sont de la pensée, ou mieux encore, de la pensance, c'est-à-dire une pensée active et vivante. Le cas échéant, il me faut alors réévaluer les essais du début à la fin. Et au-delà des thèmes proprement philosophiques, réinscrire dans la pensance glissantienne ce qui apparaît à première lecture et pour beaucoup de lecteurs comme non philosophique dans son œuvre, c'est-à-dire les oxymores, les tautologies, les opacités, les paradoxes avec lesquels vous êtes sans doute tous familiers. Si l'on veut écrire un texte sur la philosophie d'Édouard Glissant, ces choses-là ne font partie de la philosophie, mais comme petits problèmes logiques, mais ne sont pas à part entière de la pensance. Donc il faut les réduire ou les étendre et tâcher de les interpréter. Je pense être arrivé, avec mon livre, au bout de cette tâche. Non que je croie qu'elle soit achevée, bien au contraire, il ne se passe pas de jour où je ne découvre prolongement et aspects nouveaux à penser. Car comprendre ou connaître Glissant, c'est savoir que c'est une source inépuisable. J'aimerais terminer cette modeste ouverture en évoquant Michel de Montaigne, je cite, « Je n'ai pas plus fait mon livre que mon livre m'a fait, livre consubstantiel à son auteur, d'une occupation propre, membre de ma vie, non d'une occupation et fin tierce et étrangère comme tout autre livre. » Toute proportion gardée, Glissant philosophe m'a fait autant que je l'ai fait. L'ayant terminé, je me suis retrouvé tout autre que ce que j'avais été. La prépondérance que j'avais toujours donnée au rationnel et au démonstratif s'est trouvée subordonnée à l'écoute poétique, non seulement des textes, mais en dehors des textes, des lieux et des personnes. C'est donc ma vie même qui a changé, non seulement mon rapport à la littérature ou à la culture. À ce propos, j'aimerais mentionner le choc le plus fort que cet acte d'écriture a provoqué et que j'ai reçu non sans quelques Unheimlichkeit, c'était inconfortable parce que c'était assez hallucinant.
Et ce choc n'était pas en moi, mais à l'extérieur. À un moment donné, ce moment du don, ce moment de l'occasion saisie, le kéros, comme l'a souligné Loïc Seri dans son compte-rendu, à la première lecture du manuscrit par Sylvie Glissant, celle-ci me dit « Sais-tu qu'Édouard a toujours su que tu le rejoindrais ?» Je suis stupéfait, incrédule, je n'y crois pas. Enfin, elle ne me ment pas, évidemment, mais je n'arrivais pas à y croire. Puis je me remémore subitement les dernières lignes du 4e de couverture des entretiens de Bâton Rouge, que je vous cite. « Et pourquoi si longtemps après, écrit Édouard, c'est-à-dire si longtemps après les enregistrements, il y a une distance de 18 ans entre les enregistrements et la publication. Sa réponse est la suivante. Sans doute pour donner le temps à ce que nous aurions l'un et l'autre à écrire ou à concevoir, alors et depuis, de rejoindre ce que nous avions si tranquillement échangé entre nous, hors de toute limite. Édouard Glissant, au-delà de la tombe, est pour moi toujours et à jamais vivant. J'ai terminé et je suis prêt à dialoguer. Quelqu'un doit se lancer. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué chez Édouard Glissant en tant que philosophe? En tant que philosophe, oui, ça c'est... Alors, vous vous rendez compte, vous posez une question extrêmement vaste. Parce que ce dont je me suis aperçu en relisant très minutieusement, c'est que, en fait, à peu près toute l'histoire de la philosophie occidentale se trouve représentée, reprise, répétée, ressassée dans le texte et transformée dans cette répétition. N'est-ce pas ? Donc, c'est si on le lit, à mon sens, correctement, c'est une entreprise d'une folle ambition, n'est-ce pas ? Parce que ça touche à 2500 ans de pensée. D'autre part, ce qui frappe aussi, c'est la liberté avec laquelle il aborde ces grands thèmes sur lesquels se sont penchés des centaines d'hommes pendant des milliers d'années, n'est-ce pas ? Une liberté qu'il appelle brusquer la philosophie ou brusquer, n'est-ce pas ? Il fait bouger ces lignes qu'on croyait fixes et à la fin, donc, ceci assoit très solidement son projet. Il y a une fondation extrêmement solide. C'est très important à percevoir parce que lorsqu'on a vu la construction, on a vu la reconstruction par Édouard, on comprend alors toute la mesure du dépassement qu'il opère, n'est-ce pas ? Et on comprend la grandeur de cette œuvre. J'ai fini le livre dans un espèce de dithyrambe enthousiaste parce que j'avais jamais vu ça dans toute ma carrière si vous voulez, de penseur ou de critique. Une ambition aussi, à la fois aussi folle, mais aussi bien menée, n'est-ce pas ? Si on fait attention, l'écriture d'Édouard est d'une minutie et d'une précision absolument extraordinaire. Alors, ce qu'il fait, après avoir, si vous voulez, remâché la métaphysique, repris Socrate, surtout s'être ressourcé auprès de Parménide et d'Héraclite, les grands présocratiques, c'est de déplacer tout le problème de la pensée de la métaphysique, c'est-à-dire la pensée de l'être en tant qu'être, sur la pensée des étangs, n'est-ce pas ? Ce que j'appellerais une ontique.
Donc, le problème de l'être est à la fois revu et reconstruit, et en même temps tout à fait dépassé en se dirigeant non pas vers une abstraction qui gouvernerait la philosophie et la façon dont on appréhende le monde, en fait, parce que la question de l'être, c'est ça. Mais qui fait tout à coup la plus grande part au sensible, c'est-à-dire aux étangs, c'est-à-dire ce que vous avez sous les yeux, ce que vous pouvez toucher, la matière, les personnes, etc. Et à ce moment-là, tout ceci, au lieu d'être dévalorisé par la métaphysique, parce que, bon, vous avez la table et vous avez l'idée de la table qui est beaucoup plus pure que la table, tout à coup, la table prend son poids, sa matière, son importance. Et c'est un mouvement fondamental que, à mon sens, personne n'a tenté. Donc j'appelle ça, c'est le terme courant, on passe de l'ontologie, c'est-à-dire du discours sur l'être, à l'ontique, c'est-à-dire c'est pas seulement un discours, c'est la prise en compte des étangs, des choses du monde, n'est-ce pas? En fait, on sort de cette immense bibliothèque après l'avoir bien pesé pour ouvrir les yeux sur le monde tel qu'il est et tel qu'il devient aussi. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, dans cette pensée organique qu'est la sienne, la deuxième chose, c'est en fait que sous l'inspiration d'Héraclite, c'est une pensée en mouvement. Il n'y a chez Édouard Glissant nul statisme, n'est-ce pas, nul immobilisme. Et c'est une pensée qui refait le passé, qui prophétise le passé et qui ouvre l'avenir. Et il nous donne ainsi une liberté incroyable, effrayante, où nous devrons prendre, je pense, nos responsabilités, parce que, en fait, je vous donne un contre-exemple. Hegel, à Berlin, ayant pensé toute la philosophie, la déclare terminée. Il est arrivé, lui, comme sujet individuel, au savoir absolu, tout est révélé, et en fait, à ce moment-là, que doit faire le philosophe? Il n'a plus rien à faire, il va à la pêche. Édouard reprend ce moment, il l'a médité, de la fin de l'histoire, de la fin de la pensée, de la philosophie, et dit non, attention, il y a des histoires, il y a des philosophies, il y a des choses qui vont arriver dont on ne peut pas dessiner la vraie face parce qu'on ne la connaît pas encore. Il y a cette pensée merveilleuse d'une espèce d'embrassement du devenir complètement ouvert, qui comprend aussi tous les moments négatifs du devenir qui vont forcément aussi arriver. Et ça, c'est très important. Une troisième chose, vous voyez, c'était une grande question. C'est aussi le retour sur la scène philosophique. Et ça, je pense que c'est absolument crucial. C'est le retour qu'il opère de la dialectique. Donc, ça passe évidemment par tous les moments dialectiques, parce que la dialectique se confond à peu près avec l'histoire de la philosophie, surtout pas avec Hegel, et il lui donne une forme très très neuve et très différente, parce que chez Hegel c'est linéaire. Je simplifie, Hegel ne l'a jamais dit, mais il y a thèse, antithèse, synthèse, tout le monde connaît ça, et la flèche de la progression va toujours vers la synthèse à partir d'unité, de diversité et de totalité, si vous voulez. Or, d'abord chez Édouard, cet ordre hiérarchique ou temporel de la dialectique est complètement renversé. C'est-à-dire que les termes de totalité peuvent se présenter en premier, n'est-ce pas, et puis se détailler ensuite. Et ce qui m'apparaît dans cette pensée de si précieux chez Édouard Glissant, c'est au fond le dépassement
de la politique de l'un. Si vous regardez autour de vous, vous apercevez qu'on ne dialogue pas, n'est-ce pas? Chacun est enfermé non dialectiquement dans sa petite boîte à injurier l'autre. Et une dimension essentielle de l'humain est ainsi perdue. Sous l'injonction d'Édouard, tout à coup, on est obligé, je crois, on a une obligation éthique de parler avec l'autre, même si on le hait, n'est-ce pas? Même si il est dans ce qu'on considérerait une négativité absolue. Ça me paraît un pas essentiel pour, je dirais, non seulement faire redémarrer la politique, mais la vie en commun, n'est-ce pas? Et ça, c'est une chose magnifique qui n'est pas vraiment bien perçue chez Édouard Glissant, mais qui a une importance pour moi absolument capitale. Bon, j'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais je crois que... Ça me fait penser aussi à Buber, sous le regard et sous l'éclairage de la philosophie d'Édouard Glissant, ça nous ramène aussi à Buber, avec sa philosophie de la relation, le je tue et le je cela. Ouais. Et c'est aussi une manière plus synthétique chez Buber, mais il fait penser aussi à cela. Ceci dit, il faudrait encore bien définir ce qu'il entend par relation, parce que ça aussi l'a renversé. N'est-ce pas? Quand je donne un cours sur Édouard Glissant, comme cela m'arrive de plus en plus fréquemment, ou une conférence, quand les gens pensent à la relation, c'est toujours moi, l'autre, n'est-ce pas? Moi, l'autre. Alors, ils font toujours ce geste, comme ça, d'offrande, de moi. Bon, alors, pour Glissant, c'est pas du tout ça, parce que ça serait assez hegelien, parce que ce moi qui déclare qu'il y a un autre, il est complètement clair pour lui-même, transparent à lui-même, et se donne l'autorité, assez condescendante en fait, de décider qui est autre. Ce que dit Glissant, c'est que déjà, au départ, le moi n'est pas pur, c'est une miction, n'est-ce pas? C'est un composite, et qu'il s'adresse aussi à un composite. Donc il n'y a pas une pureté du moi et une pureté de l'autre. La relation, c'est beaucoup plus... C'est plus opaque que cette clarté transparente de la condescendance du moi, qui est vraiment intégrale à Hegel, parce que quand il dit le savoir absolu, c'est c'est Napoléon a fait l'action, lui a pensé l'action, et comme par miracle, c'est un sujet qui se trouve être professeur à l'université de Berlin et un bourgeois allemand qui est porteur du savoir absolu. Donc là aussi, pour la question des savoirs, personne chez Édouard Glissant n'est seul porteur du savoir. Ça se partage dès le début. Oui. Oui. Le livre vient de sortir. Certains d'entre nous ont excuse, je n'ai pas encore l'avoir lu. Ça n'a pas duré. Merci. Mais d'autant que ce que tu m'as dit me met tout à fait l'eau à la bouche, parce que au moins j'en ai lu le titre. Et c'est pas un titre doux, c'est un titre violent. Édouard Glissant, poète. Ah tiens, tout d'un coup, Édouard Glissant, philosophe. Alors, est-ce que c'est être poète que d'être philosophe, ou philosophe pour être poète, ou les deux veulent dire des choses tout à fait différentes? Donc, ma question vient de ça, c'était la marche, on fait une contre-marche, regarde. Je suis patient. Alors là, procédons par métaphore. Alors Sylvie dit, tu le rejoindras. Attends, là c'est du rap. C'est la philosophie qui prend la poétique, qui prend la poésie
et dire, oh ben non, dès qu'ils ont des idées, les poètes sont les philosophes. Parce que des idées, il n'y a que la philosophie qui peut en avoir. Alors que précisément, Édouard Glissant, poète, poétique de la relation, poétique 1, poétique 2, poétique 4, etc. Ah, il faut bien que ça s'arrête. Mais c'est fini, la philosophie interprétative. C'est la poétique qui est en avant et qui découvre les idées et qui fait du philosophique. Donc la philosophie est dans la poétique. Et donc, ils sont philosophes, on va en faire un poète, on va faire du bien d'un poète un penseur. La poésie, ça suffit. La poésie en dehors, en quelque sorte. Ben non, mais être poète, c'est suffisant. C'est pas la peine de... Non, mais ça, c'est trop vouloir communiquer, ça serait vouloir faire de l'intersubjectivité que tu critiquais à l'instant de manière absolument exemplaire. Non, si vous voulez de la poésie, si vous voulez savoir ce qu'il y a dedans, plongez dedans. S'il n'y a pas de discours, là, le discours, ça c'est pour la philosophie. Il n'y a pas de concept, il y a la philosophie qui... c'est le déplacement de l'histoire, que la catégorie de l'histoire est déplacée. Ah ben oui, bien sûr, on ne peut pas penser l'histoire depuis Adam et Ève, on est obligé de la penser depuis Christophe Colomb, etc. Avant, il n'y avait pas de monde. Bon, ça c'est tout le monde, etc., etc. Bon, les catégories ne sont plus des catégories qu'on pose et qui imposent, ce sont des catégories qu'on découvre. Parce que les catégories, sont un système de pensée, et je crois qu'on est d'accord là-dessus. Sur le fait. Parce que si j'ai, à un moment donné dans ta question, je me suis dit, ah bon, donc j'ai écrit un livre pour rien. Mais je pense que ce n'était pas le sens de la question. Bon, j'aimerais y répondre aussi brièvement que possible, ce qui me semble aussi tout à fait, enfin, pas entièrement original, mais très rare chez Édouard Glissant, c'est que, bon, comme tu sais, pour faire un livre, il faut couper, il faut définir un sujet. Mais cette décision que j'ai prise, elle doit être aussi vue dans un cadre plus large où presque chaque pas, mais d'ailleurs ça éclate à tous les moments, à toutes les phrases d'Édouard, partout, la poésie est toujours présente, n'est-ce pas? Et s'il a une... Parce qu'en fait, si on lit Hegel d'une certaine manière, il y a aussi un grand poète chez Hegel, n'est-ce pas? Hein? Et son infinité avec ses présocratiques, n'est-ce pas? Elle est complètement organique et profonde, parce que c'était de grands poètes aussi. Et la deuxième chose, pourquoi l'affinité, la deuxième raison de l'affinité, c'est qu'au lieu de dire « nous allons regarder comment on pense », il disait « on va expliquer la nature », n'est-ce pas? Alors, et ça se conjoint merveilleusement avec le projet Glissant. Mais, non, d'ailleurs, si vous lisez le livre, c'est par un effet, pas involontaire, mais moi je ne peux pas, vous verrez la platitude de ma prose, et tout à coup, les bijoux et les diamants qui éclatent dans le dire de Glissant. C'est un contraste tout à fait nécessaire. Est-ce que ça implique donc que c'est à partir de la politique que jaillit cette politique, cette philosophie? Voilà, c'est ça. Le Glissant philosophe, c'est une espèce de naissance de Glissant en lui-même, en quelque sorte. C'est de l'endo-formation, quoi, en quelque sorte. J'aimerais corriger quand même. Et je répliquerai par la digenèse, n'est-ce pas? Et je pense qu'à la longue, je sais que tu es un homme des catégories claires. Moi, je le suis aussi. Mais je pense que la miction, c'est ce qu'a fait Nietzsche, bien sûr, qu'a fait Kierkegaard, qu'ont fait les présocratiques, entre le poétique et le philosophique, fait que je ne pourrais pas séparer ça en deux moments distincts ou en deux entités distinctes à propos de Glissant.
pour moi, je l'ai séparé pour pouvoir écrire, tout simplement. Voilà. Voilà. Parce que sinon, je redis Glissant et ça n'a aucun intérêt. Ça sera moins bien fait, moins bien écrit. Non, l'essence de ma question, c'est que nous autres lecteurs, toi en premier, et bien sûr, et si ça nous éclaire, nous devons lire les essais, par exemple, comme si c'était des poèmes. Oui, je suis entièrement d'accord. C'est ça. Absolument d'accord. C'est ça. Dès qu'on lit ça comme des poèmes en prose, ça devient lumineux. Mais dès qu'on voulait lire ça comme un discours philosophique, etc., c'est vraiment épouvantable, difficile. Ouais. Hein? Non, je suis tout à fait d'accord, mais ajouter la dimension philosophico-poétique à ce poème, ce grand poème qui est toute son œuvre, je pense que ça lui donne une dimension extraordinaire. C'est ce que j'ai voulu montrer. Là, je pense qu'on est d'accord. Je vais faire une sorte de question-commentaire, peut-être, parce que... Et en fait, ça va répondre, à mon avis, c'est la question que pose Jacques Courcil, c'est celle qui a été la mienne tout au long du livre, à savoir quel est finalement le rapport de Glissant entre le poème et le philosophème, ou entre la poésie et la philosophie, puisque son dernier livre, Philosophie de la relation, est sous-titré Poésie en étendue. Alors, toute cette œuvre serait une grande extension du poétique. Et en fait, moi, la question que je me pose, c'est plutôt quel est son rapport véritable à la philosophie, dans le sens où il fait d'abord son mémoire d'études en philosophie, qui a pour titre éloquent Découverte et conception du monde dans la poésie contemporaine. Donc il s'agit déjà d'investir les œuvres des poètes d'une dimension philosophique. Ensuite, il y a Soleil de la conscience, donc il s'agit de travailler une conscience. Ensuite, il y a une intention, qui est poétique, mais qui est quand même une intention, etc., jusqu'à Philosophie de la relation, premier livre dans lequel le terme philosophie est, on va dire, accepté, assumé, avec une œuvre, quand même, il faut l'avouer, silencieuse à l'égard de tous les débats philosophiques du siècle, qui ne prend pas du tout parti dans les enjeux politiques, philosophiques du siècle. Le seul qui vient un peu, c'est Deleuze et Guattari, les seuls qui viennent pour une figure qui est minime, à savoir celle de Brizot, dans leur œuvre, je veux dire. Donc un retrait par rapport à la philosophie de son temps, enfin il parle de, oui, Bachelard, Jean Val, ok, mais où sont les débats philosophiques et pourquoi c'est arrivé de la philosophie à la toute fin, alors qu'on était dans la revendication du poème, de la politique depuis le début, dans cet entre-deux là qui reste à démêler encore. Mais... Moi, je pense que ta question, elle dépend encore beaucoup de quelque chose que Glissant bouscule énormément, c'est-à-dire les catégories du savoir, telles qu'on les apprend à l'université et qu'on les a transmises. Il faut comprendre, et je sais que ça t'a toujours troublé, ces mélanges, n'est-ce pas ? On en a longuement discuté. Il faut comprendre que tout à coup, Glissant nous donne la possibilité d'une pensance poétique qui soit aussi philosophique et qu'il rompt précisément ces catégories très très fixes, n'est-ce pas, qui ont régné très longtemps. C'est tout à fait clair, ça c'est clair. Ouais. Ça c'est clair, c'est qu'il avait trouvé quelque chose qui ne permettait plus de faire la coupure. Et donc, moi, j'ai la faiblesse avec sa poétique, en fait. Ouais. Seul un poète peut faire ça. La philosophie ne peut pas. Oui, mais ça on est tout à fait d'accord. Mais il faut s'habituer, il faut prendre en compte, parce que c'est là la merveille, n'est-ce pas, c'est que c'est un mode de discours nouveau, n'est-ce pas, inouï, où les boîtes dans lesquelles on l'a mis, d'ailleurs, je vois bien, je me suis tapé beaucoup de critiques glissantiennes, ces boîtes, elles ne sont pas très bien faites, elles fuient de tous les côtés, on peut les critiquer pendant des heures, j'ai pas voulu faire ça, c'est trop fatigant. Mais il fait quelque chose qui n'est plus
du registre de la boîte, précisément. Et il faut commencer à s'y habituer, parce que je pense que ça a un très très grand futur. Moi, au début, j'ai fait les mêmes lectures que toi. Et je me disais, mais c'est quoi ce système non systématique? Aristote n'aurait jamais dit ça, Hegel l'aurait hurlé, etc. Mais après, on réfléchit et on voit aussi que le devenir est tissé dans ces apparents paradoxes. C'est-à-dire, il y a système, mais le système est ouvert, donc il n'est pas clos, donc il n'est pas systématique. Donc ça devient aussi quelque chose qui est recevable logiquement et philosophiquement. Ou c'est les tautologies, la relation n'a pas de principe de réalité, n'a que des principes de relation. Ah bon, on a bien tourné en rond? Non, pas vraiment. Parce que si la relation est conçue comme quelque chose en perpétuel devenir, c'est son seul principe qui importe. Oui, j'ai été dérangé, mais pour finir, j'ai accepté. Et j'ai accepté que quelque chose d'inouï là avait été longuement mûri, médité et avait probablement un futur imprédictible. Alors, de manière beaucoup plus pragmatique, comment tu expliques cette arrivée du mot philosophie à la fin? Cette revendication, alors qu'on est d'accord sur l'absence de système, sur l'absence de concept, sur pourquoi revendiquer cette philosophie de sa part, lui. C'est marrant parce que, en fait, tu penses que c'est une mauvaise étiquette, c'est un mauvais titre pour ce livre. Pas du tout. Pas du tout, non, au contraire. Moi, au contraire, moi, je l'ai lu parce que Alexandre était dans mon jury de thèse. C'est très bien. Moi, toute ma question, c'est comment on se situe entre la poésie et la philosophie. Donc, c'est ça la question qui m'anime et qui m'intéresse. Et chez Glissant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi, à 80 ans, il décide d'assumer le mot de philosophie. Et toi qui as travaillé sur Édouard Glissant philosophe, comment tu expliques que ce mot de philosophie arrive si tard, de telle manière, accompagné de l'idée de poésie en étendue? C'est cet entremêlement-là, c'est ça. Toi, comment tu comprends? Je ne peux pas répondre comme ça en une minute sans faire une espèce d'analyse de la structure pas de ta question, mais c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je dirais que ce titre n'est pas une affiche déclarative, mais qu'elle... comment dire? Je ne sais pas, c'est peut-être aussi la fatigue d'Édouard Glissant de dire les choses sans cesse, sans être écouté. Et à la fin de dire, mais vous savez, il y a aussi de la pensance et de la philosophie dans tout ce que j'ai fait avant. Donc ça serait peut-être une espèce d'illumination rétrospective de son projet. Mais effectivement, la question mérite d'être approfondie. Mais je ne crois plus, après avoir fait mon livre, à la séparation entre la poésie et la philosophie. Je n'y crois plus. Moi, je crois que cette philosophie, précisément, existe. C'est pour ça que se justifie le choc et l'intérêt de ton titre. Elle existe dans les fentes, dans les trous, dans les endroits coupants de la poétique. C'est là. Alors, du coup, c'est une indication que Glissant lui-même donne à son lecteur. C'est-à-dire, non, vous n'aurez pas ce que vous donne la philosophie religieuse, c'est-à-dire les concepts. C'est-à-dire, vous aurez la coupure des choses qui se bousculent les dents et qui s'entrechoquent, des chiasmes qui ne correspondent à rien du tout, mais c'est là qu'il faut tomber dans la coupure et c'est là que vous allez trouver le problème philosophique. Alors qu'il y a une religion philosophe, ça c'est évident, mais il est dans l'écriture, tu l'as dit littéralement tout à l'heure. C'est ça. Je suis issu de toutes les fuites de ces boîtes dont tu parles. C'est peut-être la tâche au-dessous de toutes ces boîtes. Ce qui est intéressant aussi, c'est
il ne les casse pas, les bois. Il ne les casse pas, il fait des trous. Et ça fuit. Parce que il n'y a rien de plus simple que de dire tout ça, tout ce bazar est fini, c'est des antiquités, on le fiche à la poubelle. C'est pas du tout son geste. Il dit, je ne fais pas, comment dit-il, il ne fait pas table rase, il établit corrélation. Et il a un avertissement très clair, je ne me rappelle plus très bien où, mais c'est, je pense, dans une nouvelle région du monde, où il dit, il n'est pas question d'écarter tout ce qui précède d'un revers de la main, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, c'est la logique même, ou disons l'impetus du tout monde, que de considérer non seulement tout le présent du monde, mais tout le passé du monde, et d'envisager tout le futur du monde. Cette expression tout le monde est tout à fait géniale, parce qu'elle cohabite avec relation, et elle forme une unité organique, à mon avis, indestructible, et qui reste à penser, qui est en friche, ça va donner des choses merveilleuses, je pense. Parce que toutes ces questions, ces catégories qu'il pose là, comme tu viens de souligner, sont en effet pas les discours de poète. Tout le monde, c'est pas vraiment une expression. C'est pas l'expression de philosophe, pas l'expression philosophe. Et même relation telle qu'il l'a définie, chez Aristote, c'était une catégorie. Bien sûr, c'est une relation logique. Oui, voilà. Et c'est secondaire à l'être, n'est-ce pas, comme catégorie. Tandis que là, c'est premier. Voilà, c'est premier. Et ça prend la place. Parce qu'un choc, c'est toujours premier quelque part. La relation, c'est d'abord. Non, mais c'est la question, c'est que tout à l'heure, tu parlais des étangs plutôt que de l'être. Et précisément parce que les étangs sont des entités narratives. Tous les étangs ont une histoire. Et il n'y a pas de logique dans l'étang. Il y a que la transformation, etc. Et ça donne, c'est ce que tu disais tout à l'heure, cette espèce de poésie du tremblement. Donc, il n'y a rien de fixe là-dedans. Non, voilà, je crois que la poésie renseigne quand on en fait une expérience expérientiale. La philosophie existe parce qu'on y réfléchit. C'est pas la même chose. Non, c'est vrai. C'est pour ça que. Mais bon, Édouard était certainement d'accord avec toi et fort critique de ce que je dis, parce qu'il tenait beaucoup, en effet, à cette espèce de médiatique. Mais je lui dis, écoute, tu vois, avant la philosophie, elle est en lien contre la rhétorique. Maintenant, et du coup, elle avait comme ça oublié la poétique. Alors qu'ils étaient poètes, comme tu le disais tout à l'heure, parmi etc. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit maintenant d'avoir une double casquette. Où est la rhétorique là-dedans? Rhétorique, poétique, philosophie. Ça fait trois types, dont deux sont des discours. La poétique, il n'y a pas, en principe, il y a des discours. Il ne faut pas oublier que aussi la poésie demande un type d'énergie différent. J'avais rencontré René Depestre il n'y a pas très longtemps, et il disait il écrivait encore, mais qu'il n'arrivait plus à écrire de poésie. Et c'est en réponse à ce dernier philosophie de la relation. Et je pense aussi qu'il y a aussi des éléments biographiques, tout simplement, enfin des circonstances qui font que Édouard Glissant a choisi, peut-être par défaut aussi, de faire passer autrement les mêmes choses. Et, moi, je pense que c'est et que c'était pas seulement pour se faire entendre, mais c'est aussi qu'il avait peut-être plus la même énergie en lui. Parce que la poésie, ça demande des ressources assez incroyables. Et en fait, j'ai eu cette réalisation-là quand j'ai parlé à René Depestre de son écriture, etc. Et à mon avis, ça explique aussi beaucoup de choses. L'apparition à la fin, en fait, du mot philosophie. Et je pense que la philosophie, c'est peut-être quelque chose qu'on peut faire jusqu'à la toute fin, alors que la poésie, pas forcément. Merci. Alors, pour moi, c'est raté, puisque à la fin de la rédaction du livre, je ne suis pas devenu poète. C'est trop tard.
Mais ça m'a demandé beaucoup d'énergie, quand même. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je viens juste de commencer à lire les livres, mais ce qui m'a frappé ou ce qui m'a attiré, c'est justement que la première partie, ce que Lisa vous a écrit à propos de l'imaginaire, ça m'intéresse pour mon travail. Je voudrais savoir, à votre avis, quelle est la place que Lisa propose pour l'imaginaire dans son travail de la poétique et de la philosophie de la relation. Ça, c'est aussi une très très grande question. On peut y répondre de beaucoup de manières. Une chose qui est importante dans ce concept, vous savez que Lacan a aussi cette catégorie. N'est-ce pas? Chez Lacan, elle est subordonnée au symbolique, c'est-à-dire, je dis en gros, au concept, à la machine de la structure, etc., et qui détermine l'imaginaire. Quoique, si vous comparez les définitions, il y a beaucoup de points communs entre la définition de l'imaginaire par Lacan et celle d'Édouard Glissant. L'énorme différence, c'est que tout à coup, ce symbolique déterministe, écrasant, aussi éclairant bien sûr, chez Lacan, dont il affirme sans cesse la suprématie, se trouve balayé par Glissant, parce qu'il a affaire avec l'être, il a affaire avec la transparence, il a affaire avec, au fond, pas la philosophie, mais avec la structure comme domination. Et affirmer la primauté de l'imaginaire, comme Glissant fait, c'est aussi se donner un outil pour échapper à toute détermination. Je pense que c'est à cela que sert l'imaginaire chez lui, poétique. Et ça n'est pas une rêverie, n'est-ce pas? Ce n'est pas une imagination fumeuse. C'est un outil très très fort pour dépasser ou réécrire les négativités, ne pas se soumettre aux déterminations qui nous oppressent, qui nous entourent, qui sont partout, etc. Tout à coup, on a cette soupape vitale de l'imaginaire qui nous permet en fait, une nouvelle respiration. Voilà. À part cela, évidemment, comme il y a beaucoup de choses sur l'imaginaire, je pense que je n'ai même pas tout catalogué là, dans mon livre, mais il faut bien comprendre que c'est une notion tout à fait, pas un concept, une notion tout à fait fondamentale et opératoire pour, je dirais, en gros, s'affranchir des déterminations. On imagine un autre possible. Et donc, pas d'une manière fumeuse, parce qu'on dit ça pourrait être possible. C'est pas vous voyez, c'est pas le poète qui se réfugie dans un Élysée, comme dans l'Antiquité, et embrasse sa muse qui est décharnée, n'est-ce pas? C'est le poète qui dit, voilà, le monde pourrait tout à coup, ou va devenir ceci. Donc c'est un imaginaire pas du tout comme celui, pour finir, pas du tout comme celui de Lacan, qui est binaire, etc. Mais c'est un imaginaire qui ouvre le champ du possible. Et pourrait-on dire que l'imaginaire sollicite alors l'opacité pour se réaliser, ou l'opacité? Oui. C'est tout à fait, c'est une très bonne remarque, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand il parle de la relation entre une chose et une autre, une pierre, un homme, une femme, un poème, un philosophe, il avance que, en fait, l'imaginaire est nécessaire à cause de l'opacité. Ça, je pense que c'est sûr. Et il n'a pas
il n'agit pas comme une définition ou un cernage de l'opacité. Au contraire de la psychanalyse, où l'obscurité de l'inconscient, en fait, elle doit être réduite d'une certaine manière, qu'on ne soit pas trop malade. Mais, comme le dit Freud, comme le dit Lacan, le réel est impossible. Freud dit, quand j'ai avancé, j'ai touché un espèce de noyau irréductible. Ça n'est pas du tout le cas chez Lacan. L'imaginaire est là pour mettre en mouvement les opacités et les mettre en relation les unes avec les autres. Voilà. C'est beau ce que vous avez dit sur cette connivence entre l'imaginaire et l'opaque. De toute façon, il y a énormément de choses que je n'ai pas pensées. Mon livre est un compromis. J'avais un ami qui est maintenant mort qui disait toujours « Tous les livres sont ratés. L'important, c'est de rater avec élégance. » D'ailleurs, je l'ai complètement amputé parce qu'il est déjà, pour un éditeur, il est déjà très très effrayant. Les éditeurs n'aiment pas ces gros machins. Ils savent qu'ils vont payer beaucoup pour les publier. Il y a au moins 100 pages qui ne sont pas, que je trouvais d'ailleurs pas assez achevées. Donc je pourrais refaire un 2, mais je n'oserais plus l'appeler Glissant philosophe. Glissant philosophe 2. Parce que maintenant que la mine est inutilisable, maintenant que les trous, on y aller. Si Dieu me prête le livre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup de...